Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du lundi 25 novembre 2024 que je vous invite à suivre jusqu'à son terme. 25 novembre, ce jour est dédié par les Nations Unies à l'élimination des violences à l'égard des femmes. Cette journée mondiale a été célébrée à Madagascar, au Kianzaniragasi, à Impeflou, sous l'égide de la première dame, Madame Mial Radziwiłł, ambassadrice de la lutte contre les violences basées sur le genre. Lors de son discours, elle a exhorté les jeunes à utiliser les réseaux sociaux de manière responsable. Nyaravulet Sferen et Andra Zanjaibe pour plus de détails. La date du 25 novembre est un moment clé et symbolique dans la lutte contre les violences. Elle honore les nombreuses femmes à travers le monde victimes de ces abus. À Madagascar, les femmes et les jeunes filles représentent 50,6% de la population, soit environ 14 millions de personnes. Les statistiques révèlent qu'une femme sur 3 est ou a été victime de violences au cours de sa vie et 13,7% des femmes subissent des violences sexuelles. Le choix de la couleur orange, universellement adoptée, symbolise l'espoir d'un avenir meilleur pour les femmes et la solidarité dans cette lutte. Depuis 2019, Mial Radziwiłł, première dame et championne désignée par l'UNFPA, a intensifié son engagement, notamment par l'adoption par le Parlement de la loi contre les violences basées sur le genre. Son plaidoyer a encouragé les femmes victimes de violences à briser le silence et à dénoncer leurs agresseurs. Ce mouvement a également sensibilisé les communautés qui, elles aussi, ont osé prendre la parole. La première dame a rappelé que les violences, qu'elles soient physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, laissent des séquelles profondes, tant sur le plan physique que mental. Dans son allocution, elle s'est aussi adressée aux jeunes, soulignant l'importance de former les réseaux sociaux en plateforme de partage constructif pour la société. Aujourd'hui marque aussi le début de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Cela consiste en une campagne internationale qui a lieu chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Elle vise à sensibiliser le public et à inciter les gouvernements, les organisations et les citoyens à s'impliquer dans la prévention et dans les actions concrètes à agir et se solidariser pour mettre fin à toutes les formes de violence. À cette occasion, les jeunes sont invités à publier chaque jour jusqu'au 10 décembre des contenus illustrant des messages de solidarité, des photos mettant en avant des initiatives ayant un impact significatif ou des récits inspirants. L'objectif est de diffuser des idées positives et d'unir les forces sur les réseaux sociaux pour intensifier la lutte contre les violences. La première dame poursuivra ses activités de sensibilisation tout au long de la semaine pour renforcer cet engagement national. Dans les actualités également, l'un des éléments les plus importants dans l'opérationnalisation du transport par câble ou téléphérique est la sécurité des passagers. Des formateurs spéciaux en sécurité au niveau de la société POMA sont à Madagascar pour former les gendarmes, les sapeurs-pompiers et le corps de protection civile dans l'armée à la protection des passagers. C'est une étape à respecter pour un transport international qui respecte les normes, a déclaré aujourd'hui le secrétaire d'État chargé de la nouvelle ville et des habitats pendant le lancement de la formation. La formation des militaires au sein du corps de protection civile de l'armée, des gendarmes au sein du G6 et des sapeurs-pompiers de la commune urbaine d'Antananarivo pour assurer la sécurité des passagers au niveau du transport par câble, communément appelé téléphérique, durera 6 jours. La formation est obligatoire et primordiale afin de respecter les mesures de sécurité selon les normes internationales régissant les transports par câble, mais aussi pour se préparer aux éventuelles pannes ou dangers au niveau du transport par câble, quoique les chances que cela survienne sont moindres, soit 1% selon le ministre Gérard Anjemanoissou.
La formation de ces forces de l'ordre figure parmi les 17 points à remplir dans l'exploitation de ce nouveau transport par câble. Il y aura des formations théoriques, des formations sur le transport par câble en général, car ces forces de l'ordre vont y travailler. Des formations sur le secourisme et les interventions à haut risque en cas de danger qui sont réservées aux membres du G6. Après cela, un exercice se fera mercredi pour la mise en pratique de la formation, ajoute le ministre. Concernant l'avancement des travaux de ce projet présidentiel, tous les pylônes de la ligne orange sont déjà installés. Il ne reste que la finalisation de la gare d'Ankorundjan, près des locaux de la société Henri Fraise et de la gare en face de la City Ivanch. Les sociétés Colas et Poma sont déjà en cours d'installation des câbles reliant la ligne La City au Coliseum Analamaints, d'après les explications. L'achèvement des travaux est prévu pour septembre 2025, mais nous pouvons déjà commencer à exploiter le TPC vers mars 2025, selon le ministre. Il est à rappeler que les travaux au niveau de la gare d'Anous et celle de Soaran sont complètement achevés. L'État, à travers le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, est en train de mettre en place la société d'exploitation de ce transport moderne, d'où la formation de ces forces de l'ordre qui a débuté aujourd'hui. Des jeunes en quête d'emploi et de compétences se sont rués à la séance d'information et d'inscription au programme de formation professionnelle FIDZERIAF à Mahadzang en fin de semaine, organisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Le but de l'activité étant de réduire le taux de chômage à Madagascar à travers l'octroi de formation aux jeunes. Par ailleurs, lors de ce déplacement à Mahadzang, la ministre de tutelle a visité de nombreux centres de formation. 6541 jeunes en quête d'emploi et de compétences se sont inscrits au programme de formation de masse gratuite FIDZERIAF lors de la séance d'information et d'inscription organisée samedi à Mahadzang. Un programme initié par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. L'objectif de cette action consiste à éveiller les talents des jeunes et à les soutenir à travers des séances de renforcement de capacités pour leur permettre d'exercer des métiers qui les passionnent, de créer des emplois et de gagner leur vie, a souligné Marie-Marceline Rassoulouarsou, ministre de tutelle. La majorité des bénéficiaires ont choisi de renforcer leurs capacités dans le domaine de la pâtisserie et de la cuisine. Avec 1669 intéressés sur les 6541 inscrits. 966 ont souhaité suivre des cours de coupe et couture, 895 des cours d'informatique, 686 des cours en mécanique auto, 339 en ouvrage métallique et bois, 232 des cours de BTP. Les jeunes demandent également d'autres modules tels que les langues anglaises et françaises, la cuisine, la fabrication, l'élevage ou encore la conduite de machines industrielles. Les inscrits ont immédiatement commencé leur formation le 23 novembre. Après Mahadzang, d'autres régions de Madagascar bénéficieront également de ce projet. Lors du déplacement de la ministre à Mahadzang, cette dernière a visité les lycées techniques et centres de formation qui composent le DRETFP à Mahadzang. Le centre de formation des personnes vulnérables et handicapées œuvrant dans de transformations de produits halieutiques et une visite au CFPF Mahadzang a clôturé le voyage. Le ministère accorde d'attention particulière au développement de la qualité de la formation offerte aux jeunes à travers ces visites pour pouvoir examiner les problèmes rencontrés par le système de formation et d'éducation et apporter une solution dans les plus brefs délais. Et puis, selon les explications du service de la météorologie, les pluies provoquées peuvent être accompagnées de tonnerre et de grêle. Quoi qu'il en soit, ce procédé nécessite plusieurs conditions, comme l'expliquent Fangesena Mireille et Yves Janel dans ce reportage. La provocation de pluie est réalisée lorsqu'il y a des prévisions de pluie, selon le service de la météorologie. Cela repose notamment sur la présence de certains types de nuages, comme les cumulonimbus, indispensables pour cette intervention. L'objectif est de renforcer les conditions atmosphériques pour augmenter le volume des précipitations. Par exemple, si les prévisions annoncent 10 mm de pluie,
Cette opération peut permettre d'atteindre jusqu'à 30 mm de pluie, explique Louvanjain Iratuvarsu, météorologue. Par ailleurs, la méthode diffère selon la saison. En hiver, on utilise de l'eau pour cette opération, tandis qu'en été, c'est du sel qui est employé. Depuis vendredi jusqu'à hier, le service météorologique a réalisé des opérations de pluie provoquées dans les zones de Mantassu et Antekalek. Cependant, à Antananarive, en particulier dans la partie est, les pluies ne sont pas encore au rendez-vous, selon le service météorologique. Ce dernier a également observé une recrudescence des feux de brousse pendant ces opérations, ce qui reste préoccupant. Par ailleurs, le service météorologique appelle tout le monde à respecter l'environnement pour limiter les impacts des changements climatiques. Dans un tout autre sujet, le ministère des Travaux publics poursuit ses efforts pour assurer l'entretien et la pérennité des routes et des ponts à Madagascar. Dans cette optique, une collaboration a été mise en place entre le ministère et l'AJICA à travers le projet d'amélioration des compétences en gestion de l'entretien des routes et des ponts F3LTM. Ce projet vise à renforcer les capacités des ingénieurs du ministère dans les techniques d'entretien des infrastructures routières et des ponts. Il comprend également l'élaboration de plans d'action et de manuels pédagogiques pour une mise en œuvre locale en s'appuyant sur des technologies avancées fournies par la JICA. La 7e réunion du comité de pilotage du projet F3LTM s'est tenue à l'INIFRA à l'Arbi. Elle a réuni des représentants du ministère et des délégués de la JICA. Lors de cette réunion, les 6 groupes de travail ont présenté les avancées du projet ainsi que les étapes restantes à réaliser. Parmi les 7 plans et manuels prévus dans le cadre du projet, 3 avaient été validés lors des réunions précédentes, 2 ont été approuvés lors de cette séance et les 2 derniers seront finalisés en 2025. La session s'est conclue par l'approbation des documents relatifs au Bridge Management System et au Pavement Management System ainsi qu'au plan de remplacement des ponts. En économie, la Direction générale des impôts a annoncé jeudi dernier que la taxe de 0,5% sur les transactions via Mobile Money ne concerne que la réception d'argent en provenance de l'étranger et ne s'applique uniquement qu'aux transferts supérieurs à 150 milliards. Cette mesure figure dans le projet de loi de finances 2025. Lors d'une intervention télévisée sur la chaîne nationale, la ministre de l'Économie et des Finances a justifié cette nouvelle taxe en évoquant le principe du moindre mal. L'objectif est d'améliorer les recettes fiscales tout en préservant les populations vulnérables, selon elle. Les détails. Une nouvelle taxe sera introduite à partir de 2025, selon le projet de loi de finances 2025. Elle s'appliquera au transfert d'argent effectué via mobile à un taux de 0,5%. Selon les explications fournies par la DGI, cette taxe concernera uniquement les transferts supérieurs à 150 milliards et les réceptions d'argent en provenance de l'étranger. D'après la ministre de l'Économie et des Finances lors d'une intervention sur la chaîne nationale, cette décision vise à préserver les populations modestes. Taxer d'autres secteurs pourrait avoir des répercussions plus importantes sur ces dernières. Selon elle, le riz pourrait faire gagner 730 milliards d'ariars et à l'État, et les médicaments jusqu'à 230 milliards d'ariars. Mais cela aurait de plus grands impacts sur la population, a-t-elle soutenu. L'État a donc adopté le principe du moindre mal, toujours selon elle. Cette décision est nécessaire pour améliorer les recettes fiscales de Madagascar, qui sont estimées à 5 628,4 milliards d'ariars pour l'année 2025 dans le projet de loi de finances 2025. Et la production de produits de qualité reste une priorité pour l'entreprise Somaku, malgré les difficultés dues à une concurrence déloyale. Vendredi dernier, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce s'est rendu à l'usine Somaku, située à Ilaf, pour visiter les lieux et examiner les problèmes rencontrés par l'entreprise. Yves Janel. Depuis toujours, les couvertures produites par Somaku sont reconnues pour leur grande qualité.
En 2000, la production annuelle de l'entreprise atteignait plus d'1 million d'unités. Aujourd'hui, elle est réduite à peine à 80 000 unités par an à cause d'une concurrence déloyale, se désole Claudia Angiamba, l'assistante de direction de cette usine. Le ministre de l'Industrialisation et du Commerce, David Ramfring, a affirmé que des mesures spécifiques seront prises pour lutter contre cette concurrence déloyale qui nuit à l'industrie locale. En effet, promouvoir l'industrialisation fait partie des piliers de la politique générale de l'État et la collaboration de l'État et le secteur privé est nécessaire pour atteindre cet objectif. Malgré les défis actuels, l'entreprise Somaku continuera de proposer des produits de qualité supérieure aux clients. Le SIAD, Fonds de développement local géré par les députés, contribue à la résolution des problèmes locaux. Il est utilisé selon les besoins et les demandes des populations locales. C'est ce qu'a affirmé le député élu du district de Muramang dans la région d'Alochamangur. Antoniana Martina pour plus de détails. Le SIAD, au Fonds pour le développement local, est une enveloppe budgétaire gérée par les députés. Chaque district en bénéficie. À Muramang, ces fonds ont été utilisés pour résoudre les problèmes signalés par les habitants. 4 communes en ont récemment profité, Andaengu, Bembar, Analassou et Ambatvoul. Ainsi, les financements ont permis d'équiper des écoles primaires publiques et des CEG, des centres de santé. De plus, l'éclairage public a été renforcé pour lutter contre l'insécurité. Selon le député, le docteur Louvarazobel, le président Andrazoel n'a tenu son engagement. Aucun district ni aucune commune ne sera oublié en matière de développement. Grâce au SIAD, de nombreux problèmes locaux ont été résolus. Toujours selon le député, l'un des objectifs durant son nouveau mandat dans le district de Muramang est la création de centres de santé de proximité équipés, toujours dans l'objectif de répondre aux besoins des populations locales. Côté sport, samedi dernier, plus de 300 karatékas ont participé à une formation qui s'est tenue au dojo Asuka. L'objectif principal était de renforcer leur expérience, notamment en vue de compétitions internationales. Narsu Razakasan et Adza Anjanwendi. Cette formation visait particulièrement à approfondir la pratique du karaté budo et du bujutsu. L'un des points essentiels abordés durant cette session était la maîtrise de la kiné ou l'art de libérer son énergie de manière optimale, ainsi que les techniques d'autodéfense efficaces. Cette formation avait pour but d'élargir les connaissances des participants sur l'interconnexion entre le karaté et le kobudo, un aspect fondamental souvent négligé. La session était ouverte pour tous les niveaux, y compris aux débutants. Même les enfants ont pu s'exercer à l'utilisation du bo, une nouveauté pour beaucoup d'entre eux dans la pratique du karaté. L'avenir est promoteur pour ces jeunes karatékas, à condition qu'ils s'investissent pleinement dans leur apprentissage. Chaque pratiquant est responsable de son propre progrès et atteindre la ceinture noire ne signifie pas avoir tout maîtrisé. Le succès de cette discipline repose sur une persévérance continue et une volonté d'explorer de nouveaux horizons, selon Sensei Razonarsan Anjiamyarnariv, qui était l'un des formateurs principaux. Il a également souligné l'importance de l'humilité chez les enseignants. Cette formation au dojo Asuka est une étape pour développer des athlètes capables de rivaliser au niveau international tout en perpétuant les valeurs du karaté. Dans les actualités internationales, au moins 85 000 femmes et jeunes filles ont été tuées de manière intentionnelle dans le monde en 2023, pour la plupart par des proches, selon des chiffres publiés ce jour par l'ONU, un niveau alarmant pour des meurtres qui pourraient pourtant être évités. France 24. Drapeau violet, pancartes et slogans.
Ils sont quelques centaines réunis à Istanbul pour manifester contre les violences faites aux femmes. Parmi eux, la mère de Seyda Yüksel, morte sous les coups de son conjoint. Quand ma fille a refusé d'avoir des relations sexuelles avec lui, il l'a tuée. Lorsqu'elle a essayé de quitter l'appartement, il l'a jetée contre les fenêtres et la porte. Cela s'est passé il y a 3 ans et le combat juridique continue pour moi. D'après les associations, plus de 300 femmes ont été tuées dans des violences depuis le début de l'année en Turquie. Mais le pays est loin d'être le seul touché. Dans le monde, une femme meurt de manière intentionnelle toutes les 10 minutes, selon un rapport de l'ONU publié ce lundi. Pour les victimes, la maison reste le lieu le plus dangereux. 60% d'entre elles sont tuées par leur conjoint ou un membre de la famille. Le rapport pointe aussi du doigt la France, où près de 100 femmes ont été tuées l'an dernier. De nombreuses victimes avaient signalé des violences et leur mort aurait pu être évitée avec des mesures judiciaires plus efficaces, estime l'étude. Les Nations Unies appellent ainsi les États à durcir leur arsenal législatif pour mieux lutter contre le phénomène. Et l'armée israélienne a mené une série de frappes contre 12 centres de commandement du Hezbollah dans la banlieue de Beyrouth. Dans ce contexte, le ministère libanais de l'Éducation a annoncé la suspension des cours en présentiel dans Beyrouth et ses environs lundi, ainsi que la possibilité du cours en ligne offerte jusqu'à la fin du mois de décembre. France 24. Ce dimanche, le fracas des bombes résonne une nouvelle fois dans la nuit de Beyrouth. L'armée israélienne dit avoir frappé 12 centres de commandement du Hezbollah dans la banlieue sud de la capitale libanaise. La ville et ses environs sont ciblés quasi quotidiennement. Pour tenter de préserver les écoliers, le ministre de l'Éducation a annoncé la suspension des cours en présentiel jusqu'à la fin du mois de décembre. À l'est du pays, dans la région de Baalbek, c'est un immeuble de 3 étages qui a été pulvérisé par l'aviation de l'État hébreu. Plus d'une dizaine de personnes ont été tuées dans l'explosion. Une famille vivait dans 3 appartements de cet immeuble. 20 personnes occupant des emplois modestes étaient chez eux et gagnaient à peine leur vie et n'avaient pas les moyens d'aller ailleurs. Ce sont des gens pacifiques. Les Israéliens n'ont pas eu de pitié pour ces enfants ni pour les femmes et ils ont commis un massacre. Selon les autorités, plus de 3700 personnes ont été tuées au Liban par l'armée israélienne depuis octobre dernier. La plupart depuis fin septembre et l'intensification du conflit. Malgré d'intenses bombardements et le déploiement de troupes au sol, l'État hébreu n'arrive pas à empêcher le Hezbollah de continuer à envoyer des roquettes sur son territoire. Ce dimanche, la milice chiite a tiré près de 250 projectiles, atteignant même la banlieue de Tel Aviv. La plupart ont été interceptés, mais les autorités médicales du pays ont fait état de plusieurs blessés. Le grand gagnant de la présidentielle est TikTok. Peu connu, qu'Alain Georgescu a séduit dans les derniers jours avec une campagne TikTok devenue virale et il arrive en tête du premier tour de la présidentielle de Roumanie. France 24. Nous avons 14 candidats dans la course présidentielle, mais le grand gagnant, a priori, c'est TikTok. Le candidat qui est en première position, un certain Călin Georgescu, est un complètement inconnu par le grand public. Ce type a réussi à faire campagne sur TikTok, où il a dans les plus de 200 000 personnes qui le suivent, plus de 3 millions de likes. C'est quelqu'un qui est très actif sur ces réseaux-là. Et on se demande comment il a fait pour gagner 22% des suffrages dans une élection où il n'a pas de parti, il n'a eu que cette application dans son téléphone. En deuxième position, nous avons l'actuel Premier ministre, le social-démocrate Marcel Ciolacu. Et en troisième position, nous avons une dame qui espère faire une place aux femmes dans la politique roumaine, qui dirige un jeune parti de centre-droit et qui est au coude à coude avec le Premier ministre qui se retrouve en deuxième place. La différence est vraiment très très petite, c'est très serré leur course et il y a encore des votes à décompter, donc je pense que la deuxième position est encore à débattre. Mais la grande surprise, c'est la première position gagnée par ce monsieur qui n'est pas du tout connu du grand public et qui a réussi à faire une percée surprenante dans le paysage politique roumain.
et il a des sympathies pour Vladimir Poutine. Il s'oppose à la guerre en Ukraine, il veut faire la paix, il a des discours anti-européens, anti-OTAN. Bref, c'est quelqu'un qui promet des monts et des merveilles à l'électorat roumain, et a priori, il a été entendu. Mireille, quelle que soit l'issue du scrutin, l'extrême droite sort comme la grande gagnante de ce vote, parce qu'au final, elle recueille plus d'un tiers des votes, avec en plus, vous venez de le souligner, ce candidat Călin Georgescu qui crée totalement la surprise. Tout à fait. Et il n'est pas seul dans le paysage. Hein. Il occupe la première place, mais en quatrième position, nous avons un certain George Simion qui dirige un parti d'extrême droite, l'Alliance pour la Roumanie. Lui aussi, il aime bien Vladimir Poutine. Il est assez anti-européen, anti-occidental. Et tous les deux ensemble, ils font actuellement en ce moment dans les 36%. Bon, presque 40% des voix en Roumanie sont gagnées par ces deux personnages souverainistes avec un discours anti-européen. Donc c'est clair que l'extrême droite a fait une percée en Roumanie à un moment clé de notre histoire, parce qu'on a quand même une guerre à côté. L'Ukraine, c'est un pays voisin, on a une guerre, et on se demande si la Russie n'est pas vraiment intervenue dans cette élection-là, parce qu'un candidat complètement inconnu qui, à l'aide de TikTok, arrive en première tête dans une élection présidentielle au premier tour, c'est quand même assez incroyable, quoi. Ainsi se termine cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous tout de suite après la soirée frisson avec le film The Crow. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée sur Viva et à demain pour une prochaine édition.